Voilà, c'était le mur d'escalade. Vous avez déjà escaladé, professeur? Alors Vous avez déjà tenté? Non, Non, jamais. jamais. Ça se fait à tout âge, hein. Si ça peut... Là, c'est à Gharmoul, mais il y a d'autres murs d'escalade qui ont poussé un peu partout sur la capitale. Ça pourrait être un sport qui va vous permettre d'évacuer votre stress. Je dis ça, je dirais. Professeur Hakim Assouki, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes chef d'unité à l'EHS d'Érythrocine, psychiatre, psychothérapeute. Vous êtes chercheur également. Vous avez effectué des travaux qui ont porté sur les victimes de violences, sur les troubles de la personnalité borderline. Ça, on y revient dans quelques instants. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler brièvement de la journée mondiale qui a été célébrée les 15 et 16 octobre dernier. Vous l'avez célébrée cette année dans un hôtel du côté de l'ouest de la capitale, à Holiday Inn, pour faire plus vite. Alors du coup, cette année, on a parlé dans votre thématique, hein, tous pour le bien-être de la jeunesse. D'abord, comment s'est passée cette célébration? Très bien. Sur le plan célébration. Sur le plan célébration, impeccable. Donc ouverture sous l'égide du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Oui. Puis la présence des différents secteurs qui travaillent justement sur la promotion de la santé mentale dans notre pays. Et ça, ce n'est pas l'affaire que de la santé, mais l'affaire de différents secteurs. Donc c'est un travail intersectoriel. La jeunesse, le ministère de la Jeunesse et des Sports, la solidarité, la justice, pour ne citer que. Et cette journée a apporté, donc la thématique cette année, c'était tous pour le bien-être des jeunes, parce qu'on se focalise sur les jeunes où on essaye de faire au mieux pour faire du dépistage par rapport aux troubles mentaux, mais pas que, et d'essayer de voir cette jeunesse qui est en souffrance, qui est en demande, qui est en crise, pour être très clair et direct, essayer de voir quelles sont les solutions et comment, la main dans la main, on peut trouver des réponses à ces attentes. Ouais. En parlant de troubles, quels sont les cas les plus récurrents en Algérie? C'est comme partout au monde, on trouve, ça dépend où vous êtes. Si vous allez dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services de psychiatrie, vous allez être confronté aux pathologies lourdes, c'est-à-dire à la schizophrénie, aux troubles bipolaires, à la dépression, aux troubles de l'addiction. Et puis si vous êtes ailleurs, dans les centres de proximité, on essaye de développer ça aussi, essayer de plus en plus d'aller vers une pratique de proximité, c'est-à-dire à travers les centres intermédiaires, par exemple. Vous savez, le tabou chez nous de la psychiatrie, la mésinformation, font qu'on a peur de la psychiatrie. Et la santé mentale, ce n'est pas que la psychiatrie. J'allais vous dire, hein, la différence. Oui. J'avais noté tout à l'heure, on a discuté un peu en coulisses, santé mentale, psychiatrie, psychothérapie, psychiatrie. Oui. En fin de compte, c'est quoi dans quoi en réalité? C'est tout un monde. Alors, par exemple, moi je me rappelle très jeune, déjà, quand je disais que j'étais psychiatre, ça faisait très peur. Oui. Certains me disaient, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, j'ignorais que vous étiez psychiatre. On a l'impression d'être analysé constamment par... Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, la santé mentale, comme le définit l'OMS, fait partie du bien-être, de la définition de qu'est-ce que la santé. Et pour être en bonne santé, il y a la santé physique, mais la santé mentale. Et on n'a pas besoin d'aller retrouver des choses de l'ordre du trouble mental pour pouvoir parler de santé mentale. Vous êtes stressé, vous êtes confronté aux conditions socio-économiques, professionnelles, etc. Vous ne présentez pas un trouble mental, vous présentez une souffrance sur le plan de la santé mentale ou un défaut dans le bien-être mental, comme on le dit. Et ça, il y a 10 000 façons, enfin plusieurs façons, et des outils différents et multiples pour pouvoir remédier à ces problèmes-là, sans avoir à arriver dans un hôpital psychiatrique. D'accord. Sans passer par des médicaments aussi Oui, alors de moins en moins, les médicaments, je suis psychiatre, mais les médicaments, je les réserve au cas extrême, vraiment, quand ils sont nécessaires. Il y a des indications. Alors, il y a des études que l'on fait. Il y a des formations qui existent. C'est pas pour rien. C'est pour apprendre à poser des diagnostics. Et il faut poser... Vous faites bien de parler de ça, et ça me tenait à cœur de dire un mot là-dessus. Il n'y a pas longtemps, lors d'une journée de psychiatrie, je parlais de ce constat que je venais de faire, enfin que tous mes collègues font régulièrement, c'est qu'on nous enseigne, par exemple, face aux dépressions réactionnelles qui peuvent toucher le commun des mortels face aux événements de vie,
lorsque vraiment la dépression est importante, les guidelines, c'est-à-dire les lignes directrices comment De la prise en charge. De la prise en charge, nous indiquent qu'il faut mettre un antidépresseur. Oui. On ne va pas rentrer dans les détails du choix et du comment et du pourquoi, mais l'antidépresseur à lui ne suffit pas dans les dépressions réactionnelles. C'est un traitement symptomatique qui ne doit pas dépasser 2 ans dans la durée. D'accord. Et il doit impérativement être accompagné d'une psychothérapie qui, elle, la thérapie par le verbe, mais spécialisée, bien sûr, permet justement de juguler les problèmes qui sont à l'origine de la dépression. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde de près les prises en charge que nous avons malheureusement, nous trouvons des patients très souvent qui sont sous antidépresseurs depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça, c'est juste pas possible. C'est ce qui amène à... C'est juste pas possible. La dépression, ce n'est pas... À une dégradation de leur santé mentale. De leur santé mentale, bien sûr, parce qu'il y a des répercussions. Quand vous n'êtes pas bien dans vos têtes, vous n'êtes pas bien dans vos émotions, comment vous voulez que ça aille dans votre famille, dans l'interrelation avec les autres, que ce soit sur le plan familial, social, professionnel, et même avec vos amis. À un moment donné, ils en ont marre de vous entendre vous plaindre ou d'être de mauvaise humeur. Quelqu'un qui se plaint, c'est les premiers signes, c'est les prémices Ça peut être, ou juste un anxieux. Ou juste, mais ça se soigne, ça, les anxieux chroniques? Mais bien sûr que ça se soigne. Les troubles anxieux font partie des motifs de consultation les plus fréquents. D'accord. Mais il faut savoir, mais ils n'ont pas forcément besoin de médicaments. Parce qu'il y a des méthodes, justement, dans les psychothérapies, qui permettent de régler. Et puis c'est tout un monde, les troubles anxieux. Oui, mais qui prend en charge cette catégorie de la population? Nous vivons dans un monde qui évolue, un monde qui va vite, un monde de stress, un monde qui nous remet en question de manière récurrente, au quotidien. Et vous avez aussi cette catégorie qui n'est pas obligée d'arriver à Dalit Hussein, à Joinville ou dans d'autres établissements hospitaliers. Mais qui doit les prendre en charge? Qui peut les prendre en charge? Alors justement, ce qu'on fait, c'est qu'on va, d'une part, on est justement grâce à ce plan-là national de promotion de la santé mentale, développer les infrastructures et revoir la réorganisation et la sectorisation, mais surtout la réorganisation des lieux de soins. Il n'y a pas que, comme on le disait, les services de psychiatrie. Il y a tous les centres intermédiaires entre la population et l'hôpital avant d'arriver. Les centres de proximité? Les centres de proximité, qui peuvent être des centres spécialisés dans un domaine donné ou pour le tout venant, mais en santé mentale. Et là, on peut aller consulter. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand on parle des urgences de psychiatrie, on sait pertinemment que sur 100 personnes qui vont aux urgences, il n'y a que 30% qui sont de véritables urgences psychiatriques. Les 70 autres pourcents ne sont que des situations de crise. C'est-à-dire des situations où la personne ne se trouve pas à l'aise dans un contexte donné, où l'équilibre familial, très souvent, ou en milieu professionnel, ne lui offre plus cette possibilité de se sentir bien dans sa peau. Les ESP disposent-ils d'un médecin spécialiste en psychothérapie, psychiatrie? Alors, nous avons formé énormément. Établissement de santé publique. Nous avons été. De proximité plutôt. Oui, nous avons été. Alors, justement, ce plan national, à différentes étapes. Il a commencé en 2017. Il a démarré il a été mis en place en 2016. Le plan national de promotion de la santé mentale. Tout à fait. Il a différentes étapes. Dans l'une des étapes à laquelle on arrive, c'est maintenant revoir un peu la sectorisation, la réorganisation des structures existantes. Par la suite, l'affectation des spécialistes. On se pose, moi personnellement, je me pose la question je suis psychothérapeute depuis 2001 pour une spécialité, pour un type de psychothérapie. Pour la prise en charge des victimes de violences bien avant, depuis 95 ou 96. Mais la question que je pose, c'est que les gens qu'on a formés, par exemple, à l'approche systémique au TCC, ils sont où? Ils vont où? Pourquoi est-ce qu'on pratique plus la prescription médicamenteuse que la psychothérapie? Qu'est-ce qui fait que nous avons besoin d'un état des lieux, nous avons besoin de nous rencontrer, nous avons besoin d'écouter les attentes et de les faire savoir. Et puis, la communication est quelque chose de très important. Les gens ne savent pas. Nous, les Algériens, on est fabuleux pour faire des choses extraordinaires, mais chacun dans son petit coin. C'est cela. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Vous avez bien répondu à ma question.
Vous êtes chercheur, hein, ça voudrait le dire aussi en parallèle. Vous avez réalisé des travaux qui ont porté sur les victimes de violences et sur les troubles de la personnalité borderline. Juste, je reviens sur victimes de violences. Vous allez peut-être détailler dans quelques instants ce que vous avez fait réellement. En même temps, c'est ce qu'a vécu l'Algérie durant les dernières années, des années de terrorisme aux inondations de Bab el-Oued, en passant par Boumerdès, le tremblement de terre et d'autres catastrophes que nous avons connues sur la dernière décennie. Juste sur les troubles de la personnalité borderline, ça veut dire quoi pour le commun des mortels? Pour le commun des mortels, c'est une... Alors, on sait très bien qu'il y a... Je vais le prendre du point de vue juridique. Ouais. Du point de vue juridique, quand quelqu'un commet un crime, par exemple, on va demander une expertise rapidement. Hein. C'est ça. Et on va essayer de savoir si la personne était en état de démence au sens de la loi. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en état de ne pas être capables d'apprécier la réalité à sa juste valeur ne sont pas responsables vis-à-vis de la loi au moment des faits. C'est ça. Maintenant, toutes les personnes qui ne présentent que des troubles de la personnalité sans troubles mentaux sont responsables vis-à-vis de la loi. Sauf que cette partie, ce trouble-là de la personnalité est très particulier et délicat à diagnostiquer. C'est ça. Et il est encore plus fréquent qu'on ne le pense. Dans la population générale, il est de l'ordre de 2%. Vous imaginez, la schizophrénie, c'est 1% de la population. Ils sont très nombreux et c'est des personnes qui, dans les critères de diagnostic de la personnalité, ont déjà des troubles à proprement dire. C'est très spécifique. Ouais. C'est une structure de personnalité qui se trouve un peu entre la névrose, qui se rapproche de ce que nous sommes, et la psychose, qui est le trouble le plus lourd, on va dire, en psychiatrie. Entre deux, avec un fonctionnement normal, sauf lorsqu'on touche aux relations intimes. Et là, la personne peut basculer dans les tentatives de suicide, les automutilations, les addictions, la mise en danger perpétuelle de sa personne et même d'autrui. Voilà. Ouais. Pendant longtemps, on a cru que dans les prisons, il y avait beaucoup plus de personnalités antisociales, ce qu'on appelle les psychopathes. On sait aujourd'hui maintenant que le trouble de la personnalité le plus fréquent en milieu carcéral, ce sont les troubles de la personnalité borderline, par exemple. C'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Mais on n'arrive pas à les diagnostiquer tous. On ne diagnostique pas très vite. Parce que sinon, ils ne se retrouveraient pas dans un établissement normal. S'ils étaient. Ouais. Et leur prise en charge est délicate. Ouais. Mais maintenant, il y a des réponses thérapeutiques efficaces qui ont été découvertes par des anglo-saxons et que nous avons importées. On a été apprendre. On apprend vite, hein, nous autres Algériens. Et on ramène des techniques qu'on adapte à notre contexte et aux demandes, parce qu'il y a des spécificités culturelles. C'est ça. Comment allons-nous, professeur? Pardon? Comment allons-nous? Ce qui est sympa, c'est quand excellente question. Non, mais c'est quand tu as un psychiatre sur le plateau, on a tous tendance à vous prendre... Ouais, non, mais c'est-à-dire, il y a ceux qui vont peut-être avoir peur, comme vous l'avez dit au départ, un psychiatre, ça fait toujours peur et tout, mais il y a ceux qui ont toujours l'impression d'être uniques, d'être différents des autres, qui vont vous dire, alors tu m'as trouvé comment? Oui, comment? Alors, ça, c'est la curiosité. Différent, hein. Mais ça, c'est la curiosité humaine, ça, c'est tout à fait naturel. Vouloir s'analyser tout le temps. Comment va l'Algérien? Oui. Vous voulez que je sois franche? Parce que juste après, vous êtes sur une télévision publique, et le public qui nous regarde n'est pas aussi abruti que ça. Il n'a pas besoin que d'émissions où on lui met des chanteuses et des tambours. Il a besoin aussi de gens qui racontent des choses, qui parlent de leur métier, mais qui facilitent aussi le langage, qui ne vont pas sur un discours technique. Donc oui, si vous avez des réalités à dire, que ça ne porte atteinte à aucune personne, mais que ça résume la réalité, parce que vous êtes confronté à cette réalité-là, dites-le, professeur Souki. Moi, je trouve qu'en tant que psy, donc psychiatre et psychothérapeute, mais aussi en tant que simple citoyenne algérienne, qui voit dans l'espace public, par exemple, des manifestations de manque de civisme qui vont jusqu'à la violence, qui m'interpellent et qui me font penser que quand j'étais enfant, l'Algérien était tout à fait différent. Et comment vous l'expliquez? Alors je l'explique. Nous avons une hypothèse qui tient la route. Lorsque nous vivions, pas la décennie, mais comme vous l'avez dit, les 2 décennies de violences liées au terrorisme, nous avons été interpellés à plusieurs reprises. Il y a eu un plan d'action qui était fabuleux. Celui entre autres, mais pas que celui-là, il y a eu le plan d'action pour le dépistage et la prise en charge des enfants victimes de violences liées au terrorisme avec l'appui de l'UNICEF. Oui. Et là, on a fait un travail extraordinaire. On a été pour faire le dépistage à travers les wilayas d'Algérie, et tout le territoire national, et par la même occasion, prendre en charge les adultes qui étaient en souffrance, déjà. Oui. Et à ce moment-là, on disait, faites attention, cette violence qui est en train de naître, qui terrorise l'Algérien, va avoir des conséquences sur les générations à venir.
sur les petits-enfants qui étaient tout petits à ce moment-là, qui sont maintenant des adultes. Et l'un des projets de recherche que j'ai, c'est justement de voir l'impact, concrètement, de façon concrète et scientifique, l'impact de cette violence sur une certaine tranche de la population adulte au jour d'aujourd'hui. Ce que je dis, pourquoi cette violence dans les espaces publics? Pourquoi ce manque de civisme? Quand vous attrapez un Algérien seul, n'importe lequel, quel que soit son niveau intellectuel, social, peu importe, et elle va vous dire non mais c'est quelqu'un de fabuleux. Ouais. Il est accueillant, chaleureux, il aime son pays, il veut faire du bien, etc. Et il est généreux. Mais ensemble, quand on passe et qu'on regarde juste l'état de nos rues, on se plaint. On se plaint. C'est sale partout, c'est pas beau, mais c'est toujours la faute à l'autre. C'est cela. Mais si j'arrêtais déjà, moi, de jeter mes papiers dehors, ça serait bien. Quand vous êtes agressé par une dame qui a l'âge de votre maman au volant, alors qu'elle vient de commettre une infraction du code de la route, et qui par la suite, elle vous insulte et elle vous dit des choses horribles, vous restez juste bouche bée, et dans les minutes qui suivent, quand elle vous reconnaît, « Ah, je t'ai pas reconnu !» Non, mais c'est pas parce que tu m'as pas reconnu que tu dois m'agresser. Non, mais c'est comment pas vous possible. l'expliquez tout cela? Mais ça, je dis, ce sang alors. C'est que les années terrorisme qui ont fait, alors, non, pas que. Qui nous ont rendu violents, parce que j'avais prévu, d'ailleurs dans cet entretien, j'avais prévu les 5 minutes avec la thématique psychiatrie pour les nuls. Alors oui. Pour les nuls, pas au sens, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est carrément une édition dans le monde, c'est l'anglais pour les nuls, l'arabe pour les nuls, oui. La religion pour les nuls, c'est-à-dire expliquer à ceux qui n'ont aucune connaissance certaines choses. Alors parmi cela, j'allais parler du conducteur algérien, de l'employé algérien, du macho algérien et de l'Algérien dans la rue. Waouh, tout ça, vous avez fait le tour de la question. Non, mais c'est ça, mais comment vous l'expliquez? Alors, nous avons une hypothèse qu'on a développée déjà à l'occasion dans notre milieu un peu fermé, celui des psys, on va dire, parce que c'était au décours de congrès et de journées aussi bien internationales que nationales. Mais vous avez raison, le plus important, c'est pas seulement de parler entre nous, c'est de vulgariser la chose et d'aller vers la population et de discuter de ça. Une hypothèse, c'est que la violence liée au terrorisme, le terrorisme frappe à des endroits bien précis. Quand il veut détruire une communauté, il s'attaque à sa matrice de sens, à ses valeurs. On est d'accord. Et là, quand pendant 2 décennies, vous sortez à l'extérieur, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, si vous allez être agressé ou pas, l'extérieur devient menaçant, hostile, n'est-ce pas? Les événements s'en vont, mais le sentiment, le vécu reste. Je ne sais pas de quoi est capable l'autre. À un moment, il a été un agresseur. Mon inconscient imprime des choses qui vont ressortir dans ma réaction d'être. Il y a ça. Je n'arrive plus à m'identifier à l'autre. Juste avant cela, je pouvais le faire tranquillement. Jamais les Algériens ne s'étaient entretués comme ça, à ce niveau-là. On sait très bien que le terrorisme était arrivé jusqu'au point où même dans une fratrie. C'est ça. Vous voyez de quoi je parle? Comment il faudrait peut-être des heures pour résumer le tout, mais oui, comment s'en sortir? Comment s'en sortir? C'est d'abord de revenir, ne pas oublier que nous sommes des Algériens, que nous sommes, ça va paraître un peu surfait, mais que nous sommes frères, que je vienne de l'intérieur, que je sois... Il y a ce phénomène de régionalisme. De régionalisme. Ouais. On voit, la capitale est envahie de gens qui ont le droit de venir. C'est ça. Mais quand on arrive quelque part, on doit s'adapter aussi. On ne doit pas s'imposer. Et puis, alors, s'imposer, encore, allez, il n'y a pas de problème, on prend tout. C'est notre culture, qu'elle vienne du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest. Mais partir avec l'idée que je suis loin de chez moi et donc je peux me permettre de manquer de civisme et d'être odieux, ça c'est inadmissible. C'est cela. Donc vous pensez que c'est les générations futures qui vont arranger les choses? Et c'est toujours ça, on porte espoir. Ben oui. L'espoir. On est bien d'accord. Merci d'avoir été parmi nous, professeur. Merci à vous. Professeur Hakim Souki, rappelons que vous êtes professeur en psychiatrie, vous êtes chef d'unité à l'EHS d'Elite Hossim, psychiatre, psychothérapeute, vous êtes aussi chercheur, vous avez porté vos travaux sur les victimes de violences, sur les troubles de la personnalité borderline. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous. Vous avez marqué l'événement aujourd'hui, c'était la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Elle a été célébrée les 15 et 16 octobre dernier, c'était dans un hôtel du côté de l'ouest de la capitale. Merci encore d'avoir été là. Merci à
à vous de m'avoir reçu. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci et puis vous revenez infiniment. quand vous le souhaitez. Avec On plaisir. parlera de santé mentale cette fois-ci. Exactement. Merci à vous en Merci. tout cas. Allez, quant à nous, on va Bonne s'intéresser à une fromagerie de la famille, de la famille Abdelmalek à Aït Wassif. On va suivre ce reportage. C'est Anis Abouzid qui a été à leur rencontre. On se retrouve juste après avec l'équipe du dimanche. C'est Myriam Moussaïd et Siam Kenouch. Allons-y.